Et nous sommes de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien, en forme, de bonne humeur. Comment ça va chez vous? Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour à partir de Montréal. Nous recevons un grand monsieur, ici même à Montréal. Nous parlons en fait d'affaires, nous parlons de se réaliser soi-même en tant que Noir africain. Nous parlons en fait des grands hommes qui réfléchissent et qui écrivent. Parce qu'on dit que chez nous, les Africains ou les Noirs, on n'écrit pas beaucoup. On palabre, mais écrire, alors là, on a des gros intellectuels. Bonjour, comment ça va? Tout va bien, cher monsieur Henri. C'est un honneur et un grand plaisir. Hein? Le plaisir est partagé. C'est moi qui suis honoré d'être invité sur votre plateau. Dites-moi, ce n'est quand même pas la première fois que vous entendez parler de l'émission comme telle, ça va causer. Ce n'est pas la première fois. Et je suis un curieux africain oui. Au Canada et donc je vous suis à distance. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous frappe dans ce que nous présentons ici, pour le public qui nous suit actuellement? Absolument. Vous donnez de la visibilité aux minorités et vous nous permettez de rentrer dans l'opinion publique de ce merveilleux pays. Eh bien, vous nous amenez à parler de nous aux autres et non que les autres parlent de nous. Parce que nous savons mieux parler de nous que si nous laissions les autres parler de nous. Nous avons besoin de parler nous-mêmes. Oui, bien sûr. Nous. Et voilà, ce que vous faites, c'est... Si on vous enlève dans le décor, nous serions perdus. Non, il ne faut pas exagérer, mais moi je considère, je suis juste, comment dirais-je, un genre de transmetteur, parce que je ne me vois pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Je me vois comme juste un Africain qui a l'opportunité de donner la possibilité aux autres Africains de parler d'eux réellement, de parler concrètement et franchement de ce qu'on est, tout simplement. Absolument. Dites-moi, vous, qui êtes-vous? Eh bien, je suis Roméo Chouaké. Oui. Eh bien, je suis, comme je le dis dans une formule consacrée, mon lieu de naissance, c'est l'Afrique. Et mon lieu de croissance, c'est le désert du Sahara, où je suis allé souvent. Mais l'Afrique, où ça? Je suis du Cameroun, un pays d'Afrique centrale. Oui. Et vous êtes de Douala, Yaoundé? Douala, oui. Douala. Oui. J'ai évolué à Douala, essentiellement avant de partir à l'étranger. Oui, oui. Et donc, je suis du Cameroun. Mon lieu de naissance, mais mon lieu de croissance, c'est le désert. Le désert, c'est-à-dire? Et parce que à 30 ans, j'ai eu une crise existentielle avec le naufrage de ma première entreprise qui m'a conduit au Tchad, où j'étais allé parce qu'on m'avait annoncé qu'au Tchad, ils avaient commencé à produire du pétrole. Et comme je parlais français et anglais, je pouvais arriver au Tchad et trouver de quoi me remettre de cette chute catastrophique. Dites-moi, on va juste faillite, faire... Je trouve ça absolument extraordinaire parce que je sais que le public suit aussi, mais vous savez, j'aime bien suivre, j'aime bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je vais faire un petit rewind rapido presto. Oui. Je vous arrête là. J'ai bien saisi qu'ici, on parle d'un jeune homme d'affaires qui a 30 ans. Oui. Et qui se spécialise déjà dans le domaine pétrolier. Oui. Qui pense que le boom pétrolier du Tchad est une opportunité pour lui d'aller vendre des services de la connaissance. D'accord, mais au Cameroun même, vous êtes un homme d'affaires. Oui. Déjà. Avec une faillite de mon entreprise qui me pousse hors du pays. Faillite par rapport à... Une faillite qui est due à des problèmes avec le fournisseur qui était sud-africain, une multinationale basée à Johannesburg. Et qui fournissait des compléments alimentaires et donc dont j'étais le représentant. Comme des vitamines, des minéraux, des suppléments nutritionnels. Donc, j'étais déjà dans le domaine quasi pharmaceutique. Oui. Et donc, c'était un très bon business lucratif qui a suscité l'attention et la jalousie. Et vous en étiez le représentant? Absolument. Oh. Oui. Mon cher, le gars était riche, hein? Oui. Ah bon? Oui. Le gars était friqué comme pas possible. Je vous dis, à 25 ans, je gagnais déjà 10 000 $ par mois. En Afrique, c'était beaucoup. US par mois? Oui, bien sûr. Avec mon épouse, je me suis marié, peut-être très jeune, à 25 ans. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers ce domaine-là? Ce sont vos études universitaires ou quoi? Quand je suis parti en Afrique du Sud, lorsque mon père m'envoie en Afrique du Sud pour étudier, et je trouve là-bas l'occasion d'une opportunité d'affaires, de la libre entreprise. Donc, vous pouvez vous-même commencer à parler aux gens et vous allez gagner de l'argent en fonction de... Pendant vos études en Afrique du Sud. J'ai trouvé cette opportunité. Vos études universitaires, exactement. Ça. Et en fait, dans quel domaine? Dans Business Administration. OK. Et c'était presque un cas d'école pour moi parce que je décide de rentrer au pays, contre toute attente. Et les gens me disent, mais tu es fou. Les gens qui vont en Afrique du Sud,
ils vont directement en Angleterre, aux États-Unis. Ouais. Comment de l'Afrique du Sud tu peux rentrer au Cameroun? Mais c'est pas possible. Mais parce que vous C'est savez mauvais ce que choix. vous voulez. Mais je lui ai dit, mais ce que j'ai vu, tu n'as pas vu ça. Ah. Parce que je vois un marché qui est vide, qui est vierge. Je vais le combler. Et vous êtes attaqué. Et je me suis attaqué à ce marché. J'ai commencé avec moins de $800. 2 ans après, j'étais dans les $60 000 par mois. Et je faisais $10 000 de revenus personnels. Mais, Par mois? Oui, par mois. Et ça a duré quelques années. Et j'ai subi la foudre de la concurrence déloyale. Étant jeune, il y a d'autres personnes qui se sont intéressées au domaine d'activité. Ils ont brutalisé le secteur. Et je me suis retrouvé en faillite avec un redressement fiscal. Vous savez, il y a trop de problèmes qui sont associés des fois à la conduite des affaires lorsqu'il n'y a pas une sécurité juridique des transactions de la part des entrepreneurs dans un milieu où vous ne pouvez pas vous plaindre facilement. Et c'est comme ça que la faillite m'amène à me demander, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et puis ma jeune sœur me dit, mais écoute, va au Tchad. Et donc je vais au Tchad, je me retrouve au Tchad très difficilement. Je m'en vais par le chemin de fer et la route, et j'arrive au Tchad, je n'avais pas $1. Mais c'est au Tchad que j'ai eu la plupart de mes inspirations parce que avant, je vendais des produits qui venaient d'Afrique du Sud. Dans la situation de ma faillite, je devais maintenant vendre quelque chose que je n'ai pas acheté. Il fallait que ça sorte de moi. Et voilà comment cela a défini toute ma destinée. J'ai commencé à vendre ce que je n'ai pas acheté. Par exemple, si vous vendez un cours d'anglais à quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, vous n'achetez pas quelque chose pour vendre. Vous lui vendez un cours d'anglais. Si vous vendez, par exemple, du marketing aux gens qui cherchent à faire des affaires, avec le réflexe de chef d'entreprise, j'ai commencé à chercher des chefs d'entreprise à qui je peux proposer des services d'amélioration de leur chiffre d'affaires, augmentation des ventes, formation des commerciaux pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent vendre à plus de clients, service clientèle. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à me faire un nom au Tchad et j'ai remonté la pente parce que j'étais endetté. Et dans ces activités-là, j'avais gagné des revenus pour rembourser mes dettes. Et voilà pourquoi je dis que mon lieu de croissance, c'est le désert. Parce que j'ai eu l'occasion au Tchad d'aller au Sahara. J'ai fait une expérience... Au désert du Sahara? Oui, une expérience transcendantale au désert. Le désert est toute une université, mais c'est une école où on vous pose des questions sans vous avoir donné des leçons. J'ai beaucoup appris étant au désert. Et de là-bas, quand je suis revenu au pays, j'ai créé un cabinet, un bureau d'études, spécialisé dans l'entraînement à l'excellence, dans le coaching et puis dans la prestation intellectuelle pour donner aux gens des outils leur permettant de dépasser leurs obstacles. C'est beaucoup ce que vous dites là. Il y a quand même beaucoup d'éléments. Oui. Mon petit cerveau, là, je retiens certains éléments qui flashent là. Transcendantal. Oui. Pour moi, c'est un peu fort parce qu'on ne parle plus des éléments physiques ici. Là, on sort un petit peu de ce que j'appelle notre carcasse Exact. humaine. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus par rapport à cet élément? Qu'est-ce que ça a donné de plus par rapport à votre expérience et par rapport à vos affaires beaucoup plus tard? Oui. Les affaires sont spirituelles. Notre corps est limité matériellement. Pardon? Les affaires sont spirituelles. Mais notre corps, si nous abordons nos problèmes à partir de la perspective physique, on est à 30%. D'accord. Alors là, je vous arrête. Je vais vous laisser continuer. Pardonnez-moi. J'ai un petit peu ce défaut aussi d'avoir un petit peu un esprit cartésien. C'est peut-être négatif aussi. Oui. Je vais vous demander de nous répéter un petit peu l'élément ici. Bien. Je vais me répéter. Allez-y. Devant n'importe quelle situation, Oui. il faut intégrer la rationalité. Non, on a parlé d'esprit ici. Oui, bien sûr. Alors, c'est de là dont j'aimerais bien venir, avant de continuer. Il faut que chaque personne qui est devant une situation se dise « j'ai mon esprit, j'ai mon âme et j'ai mon corps ». Habituellement, les choses du corps sont physiques et rationnelles. Mais plus vous montez dans l'âme et l'esprit, ça devient irrationnel, ça devient spirituel. Ce qui est du corps est naturel, mais ce qui est de l'esprit est surnaturel. Les résultats que vous obtenez en restant dans la rationalité sont différents des résultats que vous pouvez obtenir
en montant au niveau de la spiritualité ou bien au niveau du surnaturel. Mais, ouais, mais tout le monde ne croit pas en la spiritualité. Et donc, en vivant en Amérique du Nord, Oui. comme tel, vous en êtes tout à fait conscient, et vivant Oui. plus particulièrement au Québec, Oui. et d'ailleurs, oui, il y a toute une histoire Bien par sûr. rapport à la spiritualité. exactement. Je ne veux pas mélanger entre spiritualité et religion, mais il y a quand Oui. même un lien quelque Voilà. part ici. Ouais. Ça devient un petit peu complexe quand même. Un petit peu complexe quand même. Je parlais de transcendance. Oui, Parce que oui, la transcendance vous Oui. permet de dépasser. oui. Le dépassement de soi. Exactement. Oui, Si vous ne vous servez pas de ça, la situation s'impose à vous oui. éternellement. Et ça a été prouvé scientifiquement, naturellement. Oui. Bien sûr. Donc, sans le savoir, Mhm, j'ai fait de la poésie sans être poète. mhm. Arrivé au Tchad, j'étais devant une situation où j'avais des dettes à rembourser, Mhm. mais je me suis dit, bon Dieu, naturellement, si j'ai du capital, je peux acheter une marchandise, je vais la vendre, je vais dégager un profit. Mais sur le plan surnaturel, je suis dans un pays à 78% musulmans, Bien sûr. francophones, Oui. donc les gens ont besoin d'apprendre l'anglais, par exemple. Donc là, je n'achète plus une marchandise pour vendre. Je vais moi-même, Je parle l'anglais. je parle anglais. J'offre mes services. Exactement. Ha! Puisque je parle français et anglais, je peux mieux enseigner à quelqu'un qui parle français l'anglais, Et c'est ce que vous avez fait. mais à des ministres. Pardon? Oui, au niveau gouvernemental. Mais vous ne me croyez pas. Il fallait se dépasser. Il fallait que je dise à ma situation, bienvenue. Parce que ma situation est venue déclencher en moi, mais une fougue que je n'avais pas. Dites-moi, ça vous a conduit où tout ça là? Ça m'a conduit, par exemple, Oui. à trouver que quand vous écrivez défi, D-E-F-I, Oui. défi, d'après moi, c'est le déclenchement à partir de l'extérieur de mes forces intérieures. Donc, les défis m'amènent à provoquer la force en moi que je n'avais pas encore utilisée. Donc, mes défis sont bienvenus. Mais pour le commun des mortels, nous vivons en cherchant à éviter les défis. Mais c'est pas facile. Oh, C'est pas il facile. faut embrasser les défis. C'est pas facile. C'est grâce aux défis que vous vous découvrez finalement. La personne qui est tapie à l'intérieur de vous, qui est confortable et qui est silencieuse, a besoin de cette provocation des défis pour sortir. Et ça m'a conduit devant un ministre, secrétaire général du gouvernement, Au qui Tchad. a eu de la peine à notre première rencontre, par exemple, lorsque son garde du corps m'a introduit dans son bureau, il était au téléphone. Je suis resté debout pendant plus de 40 minutes. À l'entrée donc. Oui, il me faisait signe de m'asseoir. Et vous n'êtes pas. Mais vous n'avez moi, pas je osé. résistais. Et quand il termine, il me dit, monsieur, mais vous avez une culture différente. Je vous présente le siège pour vous asseoir. Je suis ministre de la République. J'ai dit, mais monsieur le ministre, je vous ai trouvé au téléphone. J'attends que vous terminiez. Et si vous terminez, je peux m'asseoir. Il me dit, ça c'est formidable. Mais dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Et il me demande qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Mais je lui dis, avec tout le respect que je lui dois, que moi je peux faire quelque chose pour lui. Il dit quoi? Un ministre? Je dis oui. Il dit bien, écoutez, par exemple, vous avez besoin de parler anglais. Ce n'est plus un prestige, c'est une nécessité. Quand vous êtes ministre, il dit, ça tombe bien. Vous lisez dans ma pensée, j'ai besoin de ça. Et vous voilà parti. Ben oui, c'est fini. Et c'est lui qui me dit, va là-bas. Je suis allé dans des ateliers de la Banque mondiale au Tchad. Et après, pour animer les forces de travail des organisations, ce qu'on appelle la motivation au travail. Et je vous assure que grâce à cette expérience, aujourd'hui, je parcours le monde entier dans des multinationales pour animer les forces de travail et les forces de vente. Parce que sans dépassement, eh bien, les gens produisent les mêmes résultats. Voilà. Vous allez voir que beaucoup d'entreprises se maintiennent d'année en année avec le même chiffre d'affaires. Oui. Et pourtant, il faut qu'un coup de pouce vienne de l'extérieur, d'un intervenant aguerri qui peut provoquer les forces de travail, eh bien, à relever leur niveau de performance. D'accord, mais lorsqu'on regarde actuellement, je ne vais pas rentrer dans le fin fond, mais lorsqu'on regarde actuellement, n'est-ce pas, comment dirais-je, en fait, la sphère internationale, lorsqu'on regarde actuellement l'échiquier plutôt politique international, lorsqu'on regarde ce changement
qui est en train de s'opérer. On a cette impression d'assister à la deuxième perestroïka, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Ce n'est plus l'Est qu'il fait, mais c'est plutôt l'Ouest. Et là, ça devient un genre de charme. Et l'Afrique, évidemment, qui se réveille avec des jeunes loups. Bref, comment dirais-je, balancer ce type de discours à une entreprise, justement, qui vit les conséquences actuelles, justement, de ce chamboulement qui est en train de se faire. Et j'y serai encore plus précis. Je l'avais dit, j'avais fait une chronique au début. J'avais dit, voilà, Trump, il fait ses petites menaces et il y va graduellement. Il y va graduellement. Alors, une entreprise qui s'est basée sur ce que moi j'ai appelé à l'époque le continentalisme, c'est-à-dire on fait des affaires dans le continent américain, comme ça s'est fait, au lieu de la diversification, ce qu'on essaye de faire maintenant, ce qui était déjà suggéré depuis les années 68. Bref, alors comment une entreprise qui vit cet élément-là, qui vit subitement, il doit diversifier. Il doit diversifier, il doit. Mais là, il était pris dans le continentalisme. Et son voisin américain, c'était une habitude, c'était comme naturel. Comment dire à l'entreprise, écoute mon vieux, il y a tel discours, il y a en fait tel discours. Alors, ça devient compliqué. Eh bien, le changement fait partie de la culture de la performance. Le changement fait partie de la culture de la performance. Vous devez vous questionner, même lorsqu'il n'y a pas de choc extérieur. On a dit en management qu'on connaît un bon manager en temps de crise. Aucun grand manager ne s'est inscrit dans le tableau des grands managers de l'histoire en période douce et en période tranquille. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, ça veut dire que vous êtes un général d'armée. Vous devez réfléchir en termes de conquête de nouveaux marchés. Vous devez sortir du confort, de la zone de confort. Justement, dans laquelle vous trouvez. Conquête de nouveaux marchés. Les Adam, conquête de nouveaux marchés. Lorsque vous observez de manière très, très objective la politique étrangère, en fait américaine, et même, devrais-je dire, canadienne, on a plutôt travaillé avec le continentalisme. Oui, je suis d'accord avec vous. Et même, on regardait très, très peu, parce que c'était sûr. Il y avait sûreté. Il y a aussi les habitudes. Il y a aussi les paiements qui se font plus facilement. Je comprends. Il y a plein d'éléments là-dedans. Savez-vous que le monde naît d'un choc? Le monde nouveau est toujours né du choc. Bien sûr. Si vous ne provoquez pas le choc va vous provoquer. Maintenant que le choc est venu nous chercher, alors on se réveille. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne va pas revenir en arrière. Ce monde change pour de vrai et pour de bon. Et on doit être un acteur du monde nouveau. On doit s'inscrire dans la nouvelle dynamique. Et on est obligé de traverser le continent pour aller chercher de nouveaux partenaires. Quand je vais en Europe et en Afrique, j'ai toujours une phrase, je dis aux gens, il faut réfléchir comme un Nord-Américain, un Canadien. C'est-à-dire parce que les Nord-Américains ont été à la pointe de découvertes majeures. Quand on a montré la carte géographique du monde, on a dit Amazon est américain, Shopify est canadien. C'est la pointe de la réflexion humaine. Et alors, il faut réfléchir comme les Nord-Américains. Il faut agir comme les Chinois, en étant africains ou européens. Les Chinois, c'est quoi? Les Chinois, j'étais en Chine au mois de mai. Ce que j'ai vu, je suis allé à Guangzhou, Shenzhen, Beijing. Mais j'arrête à Guangzhou. Est-ce que ça, c'est vrai que Guangzhou, c'est quasiment... toute une ville est un centre d'achat, finalement? Je vous assure que Guangzhou est un supermarché à ciel ouvert. Donc c'est vrai. Et c'est incroyable ce qu'on vit. Si les gens n'y vont pas, ils ne vont pas croire que Guangzhou, c'est un supermarché interminable. Si vous allez à Guangzou, vous êtes dans le monde entier. Vous voyez tous les peuples, des Brésiliens. Les gens vont de l'Argentine, de partout. Chacun est en train de grouiller pour acheter une histoire qui coûte $100 à $10. C'est incroyable. Une ville de combien de personnes, combien d'habitants? Guangzhou est une mégalopole de plus de 30 millions d'habitants. Mais oui, c'est du monde entier. Le port de Guangzhou est l'un des plus dynamiques de la Terre. Et tout le monde est en train d'acheter, les conteneurs bougent. Quand je demande d'agir comme les Chinois, réfléchir comme les Nord-Américains, agir comme les Chinois, parce que les Chinois ont dépassé les limites de la performance.
Ça veut dire? Les Chinois ont produit en un temps record. Oui. Les Chinois ont fabriqué en masse. Oui. Les Chinois ne se sont pas contentés de se reposer. Donc, c'est une culture différente. Oui. Parce qu'ils se disaient, nous sommes en retard, on n'a pas le choix. D'accord. Je vais vous arrêter vite fait. Je vais vous laisser continuer parce que je trouve ça très, très passionnant. Vous savez, moi, je suis très, très curieux. Hein. Merci. Je me rappelle d'une interview, je vais le dire très, très vite, d'une interview d'un homme politique français qui se retrouve en Chine. Oui. Il rencontre, je pense, c'était pas Mao Zedong, mais c'était Chou Enlai. Chou Enlai, Oui. ancien Premier ministre, tout ce que tu Oui. voulais. Alors, pendant la conversation, Chou Enlai lui dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, un jour, nous allons vous dépasser. Vous savez, nous sommes un pays du tiers-monde. Oui. Ça a été très difficile. Vous avez un sérieux problème. C'est que vous avez les connaissances que vous conservez pour vous, que vous cachez. C'est ça. Que nous, avec le temps, on finira par découvrir et on finira par vous dépasser. Oui. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous travaillons très fort. Mais vous ne travaillez pas. Absolument. Alors, si on fait le calcul, on va vous dépasser. Oui. Est-ce que c'était vrai, cette affirmation? Très vrai. Ah bon? Très vrai, parce que le métro de Shanghai, c'était quelques stations en 1991. Le métro de Shanghai, en 2025, c'est des dizaines et des dizaines de stations, à n'en plus finir. C'est que le TGV qui vous prend à Guangzhou pour Shenzhen, c'est une cinquantaine de minutes. Et ce TGV vous amène partout en Chine. La transformation est incroyable, historique, inédite. Les Chinois ont pris 40 ans pour faire ce que les gens ont fait en 4 siècles. Alors, quand on dit en Occident, généralement, qu'ils fabriquent des produits de mauvaise qualité, vous, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Les Chinois fabriquent les produits pour toutes les bourses. Ah, Sans la Chine, personne n'aurait un téléphone portable en Afrique. pardon? Sans la Chine, aucun Africain n'aurait des téléphones portables Et aujourd'hui. comment l'expliquez-vous? Parce que les Chinois ont fait des téléphones portables pour $30, pour $40, qui fonctionnent. Voilà. J'ai besoin d'un portable pour aller dans WhatsApp, Google, mais aussi, je peux utiliser un iPhone qui coûte $1 500. Mais tout le monde ne peut pas acheter des iPhones. Et donc, les Chinois ont dit, il y a un autre besoin. Et c'est un marché. Dites-moi, très franchement, là, faites-vous la promotion de la Chine, vous? Est-ce qu'on vous a payé? Je veux copier la Chine. On vous a payé quelque part? Non, ou pas du Des tout. dollars, Pas non? du tout. C'est que les pays, le Canada peut ne pas rester dans la logique du passé Oui. et se dit, eh bien, avec cette immigration vibrante, on va faire que certains d'entre nous intègrent la méthode économique de productivité de la Chine. Ça fait du bien à toute société d'avoir une économie productive qui élève plutôt les Alors, standards. donc, quand on dit que la Chine envahit l'Afrique, donc selon vous, vous trouvez ça négatif, positif? Je trouve que c'est à l'Afrique Oui. de se défendre. Oui. C'est à l'Afrique de devenir acteur de son destin. Parce que après les Européens, les autres viendront toujours. Oui, oui. Mais il faut que l'Afrique qui se réveille comprenne que notre intérêt, c'est de nous-mêmes regarder ce que les gens font et reprendre ça à notre propre compte. Voilà. On a besoin du monde entier. Oui. Et l'Afrique est la meilleure synthèse du monde. Mon frère, on a déjà dépassé notre temps. C'était un honneur très heureux. C'est passionnant ce que vous dites là. Oui, merci. Je vois, dernière question, vous avez un ouvrage avec vous ici. Prospecter sans se faire On rejeter. va le présenter rapidement. Oui. Votre nom, c'est Roméo Chouaké. Oui. Et l'ouvrage en question, c'est Prospecter sans se faire rejeter. Oui. Déverrouiller le jeu des objections. Oui. Donc, ça veut dire que tu vas prospecter, même si on te rejette. Non, 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 tu fais tout pour ouvrir quand même. Jusqu'à chanter, même s'il le faut, mais Oui. on va t'ouvrir quand même. Absolument. Parce que, parce que dans la vie, il faut réussir Oui. à faire que la majorité des personnes vous disent oui. Et ce n'est pas la prospection. Et c'est un art difficile, mais qu'on peut apprendre. La plupart des gens n'ont pas beaucoup progressé parce que le rejet les a enfermés. Actuellement, là, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont besoin de ce cours-là. Prospecter, Il faut sans se prospecter faire sans se faire rejeter. rejeter. Se forcer à ce qu'on te dise oui. Oui. Aïe, 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 aïe. Faites que les gens vous disent oui. Faites dire oui aux gens. C'est un art incontournable dans tous les domaines de la vie. Vous avez besoin de savoir prospecter et que les gens vous disent oui en retour. Est-il nécessaire que les gens vous disent oui? Oui,
Les gens vous disent oui. Par rapport à qu'est-ce que vous leur apportez, mon frère? Ce que vous leur apportez, Oui. c'est que vous avez une offre Oui. et ils ont un coffre. Oui. Leur cœur, votre offre doit débloquer leur coffre. Un vendeur, hein, comme pas possible. Oui. Merci, mon frère. Merci. Merci, leader. Merci. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite là après ces messages publicitaires.